Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler port d'armes. Alors je vais essayer d'aborder le sujet sous un angle un petit peu différent de ce qu'on trouve d'habitude, vous montrer quelques statistiques intéressantes sur le sujet, quelques généralités, un petit peu de matériel, notamment mon P365 et pour changer quelques lampes au light. Alors petit avertissement pour commencer, aujourd'hui ça va être beaucoup de bavardage et très peu de tir. Si le sujet vous intéresse, vous devriez quand même apprendre 2-3 trucs et sinon n'hésitez pas à passer à autre chose. Je vous avais demandé de me poser vos questions sur Instagram concernant le port d'armes, j'en ai reçu pas mal, notamment sur le sujet de la législation. Alors c'est pas un sujet que j'ai envie de traiter en profondeur, déjà parce que c'est trop différent d'un état à l'autre. On pourrait y passer la journée, mais je vais vous le faire quand même dans les grandes lignes. Alors déjà, tout ce que je vais vous dire s'applique plutôt aux états normaux, donc conservateurs. Pour les états libéraux comme la Californie, encore que ça dépend des comtés, le port d'armes va être très difficile à obtenir, voire impossible, ça va être très réglementé. Dans certains coins, vous ne pouvez transporter votre arme que de chez vous au stand de tir, un petit peu comme en France, dans une mallette fermée, etc. À l'inverse, ici, vous pouvez avoir votre AR-15 chargé sur le siège passager, ça ne pose de problème à personne. Et étonnamment, on a relativement peu de criminalité par arme à feu comparé aux endroits qui sont beaucoup plus restrictifs. Allez comprendre. Donc en gros, ici, on distingue le open carry ou port visible du concealed carry ou port discret ou dissimulé. Dans les états qui requièrent encore un permis de port d'armes, permis qui, soit dit en passant, est très facile à obtenir. Généralement, vous suivez un cours de 3-4 heures avec un instructeur qui vous parle surtout de législation. Il n'y a pas de manipulation d'armes ou de choses comme ça. Je sais que certains états en ont. Dans la plupart, ça n'est pas le cas. Donc, quand vous n'avez pas de permis, vous pouvez généralement porter une arme visible non chargée, mais pas d'arme dissimulée. Quand vous avez le permis, vous pouvez porter une arme visible ou dissimulée et chargée dans les deux cas. Encore une fois, il y a des exceptions, ça n'est pas pareil partout, mais c'était comme ça en Utah à l'époque où on avait encore le permis. Donc en gros, vous pouvez porter votre arme dans la plupart des lieux publics, sauf les bâtiments fédéraux, ça inclut les bureaux de poste, etc. Quelqu'un me demandait si le port visible est mal vu, donc généralement oui, à moins que vous soyez dans un tout petit patelin où tout le monde se connaît, en ville ça met plutôt mal à l'aise. On me demandait aussi si on peut porter une arme longue. Alors évidemment, on peut porter une arme longue visible, mais encore une fois, ça pose des problèmes. Si vous allez à Walmart avec votre fusil à pompe sur le dos, vous pouvez être sûr que quelqu'un va appeler 911, la police va intervenir, ça risque de plutôt mal se passer. Donc le port visible on évite, le port visible d'une arme longue on évite encore plus. Par ailleurs, le port d'une arme visible vous expose à plusieurs problèmes, notamment vous la faire arracher du holster et ensuite imaginez vous êtes dans une station-service, un braquage a lieu, le braqueur vous voit avant que vous le voyez, il fait de vous sa cible privilégiée. Ensuite il y a 20 états dont l'Utah qui ont ce qu'on appelle le constitutional carry, c'est-à-dire le port d'armes sans permis tel qu'il est garanti par la Constitution, bien que ce droit soit bafoué dans 30 états. Alors très rapidement au sujet du second amendement, le jugement DC versus Heller rendu par la Cour suprême en 2008 a définitivement acté le fait que le second amendement faisait référence au droit des citoyens à s'armer dans un cadre de légitime défense et pas seulement dans le cadre d'une milice armée. Et en 2010, le jugement, c'était McDonald versus Chicago, a acté que les lois locales, c'est-à-dire municipales, au niveau de l'État, etc., ne pouvaient pas être plus restrictives que ce qui est prévu par le second amendement. Donc il est clair qu'énormément de lois anti-armes sont anticonstitutionnelles. Et fort heureusement, on en voit certaines disparaître petit à petit. Mais en gros, avec le port sans permis, n'importe quel adulte de plus de 21 ans, encore que ça dépend de son casier judiciaire, peut porter un pistolet dissimulé ou même visible. L'intérêt de quand même avoir son permis quand on vit dans un état sans permis, c'est qu'il y a une réciprocité entre certains états, donc ça me permet moi de porter mon arme dans au bas mot une trentaine d'autres états. Et ça me permet aussi d'avoir des background checks beaucoup plus rapides quand j'achète une arme, généralement en quelques secondes c'est réglé quoi. Ensuite, qui dit port d'armes dit légitime défense et toute la législation qui va avec laquelle il est impératif d'être un minimum familier. Alors dans les grandes lignes, la légitime défense ici c'est un petit peu comme en France, vous pouvez utiliser la force létale en cas de danger imminent de blessure grave ou de mort pour vous ou pour autrui. C'est-à-dire que si un type menaçant est à 3 mètres de vous avec une batte de baseball, le danger est imminent. Si ce même type est à 30 mètres et que vous lui tirez dessus, vous aurez un petit peu plus de mal à le justifier au tribunal. Alors ce qui constitue un danger imminent de blessure grave n'est pas toujours facile à justifier, d'autant qu'il y a des tas de facteurs qui entrent en compte. Exemple tout bête, vous vous faites agresser à main nue par un type de 100 kg, est-ce que c'est la même chose selon que vous êtes vous-même un type de 130 kg ou une femme de 50 kg? Donc tout ça, ça sera l'appréciation d'un procureur, d'un juge, d'un jury, etc. Alors il faut savoir que dans les juridictions gauchistes, les procureurs cherchent souvent à incriminer une personne qui s'est défendue à l'arme à feu, même si la légitime défense est quasiment avérée. Vous avez l'exemple connu de Harold Fish qui s'est défendu avec un pistolet en 10 mm et son choix de calibre a été retenu contre lui. On a dit qu'il utilisait quelque chose de plus puissant que ce qu'utilise la police, que donc c'était un meurtrier potentiel, etc. Donc aussi débile soit-elle, ces choses sont à prendre en compte. D'autre part, vous n'avez absolument pas le droit de vous servir de votre arme, ne serait-ce qu'en la montrant, pour calmer une situation tendue, une dispute ou quoi que ce soit, où votre vie ou votre intégrité physique n'est pas en danger. Par exemple, l'erreur numéro 1 qui conduit les propriétaires d'armes au tribunal, c'est ce qu'on appelle road rage, ou les incidents de rage routière, c'est-à-dire qu'un type vous coupe la route, vous sortez votre arme, ça c'est un coup, vous retrouvez à coup sûr au tribunal, à perdre potentiellement votre port d'arme, voire votre possession. Donc un concept important à comprendre en droit américain s'appelle la reasonable person, ou personne raisonnable. Donc en gros, pour déterminer si vous avez agi
agi de manière raisonnable, on va se demander si vous avez fait preuve de l'intelligence, de la mesure et de la prudence qu'on peut attendre d'une personne raisonnable confrontée à une situation identique. Alors on a vu qu'il pouvait y avoir un petit peu de flou autour de ce qui constitue la légitime défense dans un lieu public. Par contre, là où ça diffère vraiment de la France, c'est en ce qui concerne la défense du domicile. Et en l'occurrence, là, vous avez deux lois qui entrent en compte majoritairement. C'est ce qu'on appelle la Castle Doctrine, ou la doctrine du château, et la loi Stand Your Ground, autrement dit, défendre sa position. Alors la doctrine du château, c'est tout simplement que ce qui constitue votre habitation, que ce soit votre maison, votre voiture quand vous vous trouvez dedans, ou votre tente quand vous faites du camping, c'est votre domaine, c'est votre château et vous avez le droit de le défendre à tout prix. Donc un type qui fracture votre porte à 3h du matin, généralement en Utah, vous n'aurez pas trop de problème si vous tirez, même si votre vie n'était pas immédiatement en danger. Et l'autre loi, Stand Your Ground, ça veut simplement dire que vous n'avez pas à chercher à fuir en première instance. Si on rentre chez vous, si un agresseur est chez vous, vous n'avez pas besoin de fuir, vous pouvez attaquer directement. Légalement, ça fait une grosse différence. Par contre, attention, si un type rentre chez vous et que vous avez réussi à le mettre en fuite, là par contre, ne lui mettez pas une balle dans le dos parce que là, ça sera injustifiable. Alors ensuite, suite à une fusillade défensive, même si votre légitime défense est avérée, vous risquez de passer un sale moment. Alors, outre le traumatisme pour vous et votre famille d'avoir été contraint de potentiellement tuer quelqu'un et de retrouver des morceaux de cervelle sur les murs de votre salon, généralement les galères légales commencent. Alors déjà, il y a de fortes chances que vous passiez la nuit au commissariat, votre arme vous sera confisquée, même si vous n'êtes pas reconnu coupable au pénal, la famille de la victime pourra vous poursuivre au civil. Plusieurs personnes dans le milieu m'ont dit qu'au bas mot, vous en étiez pour 10 000 $ de votre poche en cas de fusillade défensive, même si votre légitime défense est justifiée. Mais aux USA, on a des assurances spécialisées dans le domaine de la défense à l'arme à feu qui vous mettent à disposition un avocat qui couvre vos frais de justice à hauteur de parfois $1 million, parfois des frais illimités. Donc voilà, on recommande d'avoir ça, ça coûte entre 5 et 30 $ par mois selon les assurances et ça peut vous sortir de gros pépins. Donc en gros, ce qu'on conseille généralement de faire en cas de fusillade défensive, vous appelez 911, vous dites j'ai été attaqué, je me suis défendu, j'ai eu peur pour ma vie, envoyez la police et une ambulance, vous raccrochez. Vous appelez votre assurance immédiatement, quand la police arrive, vous leur répétez ce que vous avez dit au téléphone, vous leur dites que vous allez coopérer, mais que vous ne parlerez qu'en présence de votre avocat. Donc, porter une arme ne se limite pas à la mettre dans son holster et aller se promener, tout ceci implique un certain état d'esprit. Il faut avoir ce qu'on appelle ici de la situational awareness, c'est-à-dire avoir conscience de son environnement. C'est d'ailleurs ce que m'avait dit un instructeur, porter une arme vous rend plus alerte, ou du moins ça devrait être le cas. Ce n'est pas de la paranoïa, on n'est pas en alerte rouge en permanence, mais simplement mentalement on se tient prêt. Je vais vous montrer un petit exemple. Alors là, l'homme que vous voyez à l'écran est un civil armé du nom de Joseph Wilcox, qui se trouvait à Walmart le jour où un homme et sa femme ont décidé de perpétrer une fusillade. Donc là, on voit Wilcox et derrière l'homme en question qui entre dans le magasin. Donc à ce moment-là, le tueur est en train de hurler des propos apocalyptiques, l'heure de la révolution est arrivée, etc. Donc normalement, vous voyez un type comme ça, vous êtes en état d'alerte maximale. Or, notre bon Joe, lui, il se tourne et on le voit prendre ça un peu à la rigolade. Alors ce faisant, il ne voit pas la femme du tueur entrer et lorsqu'il entend le premier coup de feu, il court en dégailant son arme pour tenter de mettre fin à la fusillade, ce qui est louable de sa part. Malheureusement, ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme était armée également et elle l'a tué d'une balle dans le dos. Donc si ce brave Joe avait fait un tout petit peu plus attention à ce qui était en train de se dérouler sous ses yeux, le résultat aurait pu être différent. Et l'autre aspect mental de la chose, c'est la capacité à prendre de bonnes décisions rapidement en situation de stress. Alors ça ne s'apprend pas vraiment, ça peut se travailler déjà un petit peu en amont par la réflexion, par l'étude, par l'entraînement, par le tir en situation de stress, comme le tir de compétition, la chasse, etc. Donc je vous parle de port d'armes depuis tout à l'heure, mais statistiquement, qu'est-ce que ça représente? Ça tombe bien, il y a la plus grosse étude jamais réalisée sur le sujet qui vient de sortir cet été et elle nous livre quelques données intéressantes. Alors d'abord, il y a environ un tiers de la population adulte qui possède une arme, ça représente environ 80 millions de personnes, et sur ces 80 millions, il y en a un tiers qui se sont déjà servis de leur arme en légitime défense, c'est assez énorme. Les Américains se servent de leur arme en légitime défense en moyenne 1 620 000 fois par an. Et sur toutes ces agressions, la statistique peut-être la plus intéressante du lot, c'est que dans 82% des cas, aucun coup n'est tiré. Donc ça rejoint ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, le pouvoir de dissuasion est 5 fois plus important que la seule chose sur laquelle se pignolent les gens et particulièrement les commentateurs YouTube, je veux parler du pouvoir d'arrêt. Bref, c'est un phénomène largement connu, largement documenté, mais maintenant on peut mettre un chiffre dessus, 8 fois sur 10, il suffit de montrer son arme pour faire fuir un agresseur. Et sur les 2 fois restantes, c'est même sans prendre en compte l'aspect psychologique de se faire tirer dessus, puisque bon là il n'y a pas de statistiques, mais on le voit très souvent sur les body cams de flics, au premier coup de tiré, à la première balle dans le bide, les gens se calment tout de suite, ils deviennent beaucoup plus aimables, et ce, peu importe le calibre, et peu importe qu'un organe vital ait été touché. Donc encore une fois, il y a toute une fantasmagorie autour de l'agresseur de 120 kg défoncé au crack qui reste debout après s'être pris 2 chargeurs de 9 mm dans la poitrine. Certes, ces choses existent, mais c'est rarissime. C'est là que je rejoins Vol-Ouest quand il dit très intelligemment que le milieu policier pollue le milieu de l'armement civil. Un policier, par définition, aura affaire à des criminels armés, dangereux, potentiellement drogués, etc. Et statistiquement, pour un civil, ça n'est pas le cas. Vous avez affaire à du petit voyou de base qui s'attend certainement pas à ce qu'on lui pointe un canon sur la tronche. Donc ces statistiques permettent d'apporter le sérieux qui manque généralement à ce débat, à savoir que ces choses existent, les scénarios apocalyptiques, etc. Mais statistiquement, c'est très faible.
Alors ensuite, on y apprend que 70% ce sont les pistolets qui sont utilisés en légitime défense, suivis environ 20% du temps par les fusils de chasse, fusils à pompe, puis 10% du temps par les carabines, fusils d'assaut, etc. Donc encore une fois, même en prenant en compte les gens qui portent une arme de temps en temps, un agresseur moyen sait qu'il a à peine une chance sur 10 de tomber sur un adulte armé, quoi. Ensuite, environ 25% des utilisations défensives d'armes à feu ont lieu à l'intérieur du domicile, environ 50% ont lieu directement devant le domicile ou autour du domicile, et 10% dans un lieu public, sachant que les quelques pourcents restants se divisent entre le travail et des lieux divers. Et enfin, la moitié des agressions impliquent plus d'un agresseur, donc ça c'est une bonne statistique à prendre en compte dans sa stratégie de défense, dans ses entraînements, etc. Alors ensuite, l'autre chose dont je parlais l'autre jour et au sujet de laquelle on m'a posé quelques questions, c'est, si je puis dire, la logistique du port d'armes. Et quand je lisais les commentaires des gens qui se foutaient passablement de la gueule de Vol West suite à sa vidéo sur son Snubby en 22, je me suis dit que c'était des questions qui leur traversaient pas souvent l'esprit. En l'occurrence, le fait de porter une arme toutes les heures de tous les jours, dans tous les contextes, dans la rue, chez vous, en voiture, dans les magasins, au travail, etc. D'avoir en permanence la question de la dissimulation à l'esprit à chaque fois que vous vous penchez, à chaque fois que vous essayez d'attraper quelque chose, quand vous êtes dans un endroit où les armes sont pas particulièrement bienvenues. La problématique du confort quand on porte son arme en permanence, le fait de devoir toujours avoir la ceinture adéquate, le holster adéquat. Exemple tout bête, vous êtes en retard, vous devez partir de chez vous, vous n'avez pas de la bonne ceinture, pas le bon holster, vous n'avez pas le temps d'aller chercher votre 9 mm et tout le matériel pour le mettre à la ceinture. Vous attrapez votre petit revolver en 22 dans la poche et le tour est joué. Donc ça, mine de rien, ce sont des situations qui m'arrivent très souvent. Alors moi, en l'occurrence, c'est généralement celui-là que je porte, donc je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Je suis conscient que ça n'est pas une arme idéale, mais tout est affaire de compromis entre le confort, entre ce qu'on peut porter ou pas porter selon certaines circonstances, etc., etc. Alors certes, moi, contrairement à lui, je porterai pas un petit truc comme ça tous les jours. Certes, il y a d'autres options de mini pistolets sur le marché, etc. Mais avec 8 coups en 22 dans le Montana, vous pouvez franchement vous tirer de 99,9% des situations imaginables. Et d'autant plus à la lumière des statistiques que je vous ai livrées tout à l'heure. Pour l'anecdote, les seuls qu'on voit porter des pistolets lourds et encombrants aux États-Unis, ce sont les boomers qui aiment bien porter un 1911, généralement à l'extérieur de la ceinture, à l'extérieur de la hanche, sous une chemise à carreaux. Bon, ça c'est pas trop mon truc non plus. Alors pour ce qui est du matériel, moi en ce moment je porte très souvent ce petit P365. Moi qui aime pas trop les subcompacts, celui-là je le trouve vraiment incroyable. Que ce soit le Glock 43, que ce soit le Hellcat, j'ai jamais trouvé un micro compact ou un subcompact avec une ergonomie aussi bonne, du moins pour moi. Évidemment c'est une affaire de goût, mais voilà, je le trouve vraiment, j'ai presque les sensations d'un full size avec. Donc c'est un pistolet à percuteur lancé en 9 mm avec un canon de 3 pouces. Il existe avec un chargeur de 10 coups, moi je le porte généralement avec un chargeur de 12 coups. Ça ne change pas grand chose au niveau de dissimulation. Et j'ai aussi un chargeur de 15 coups avec. Il existe avec et sans sûreté manuelle, il existe aussi en version X et XL, l'un avec une poignée plus grande, l'autre avec le canon plus long également. Je trouve la détente excellente, que ce soit le départ ou le reset très court. Quoi d'autre, la texture du grip est très agressive, on dirait presque un stippling maison. Le rail dessus c'est un rail SIG, donc pour monter une lampe adaptée au rail Glock ou Picatinny il faut un adaptateur. Alors encore une statistique, environ 80% des agressions ont lieu par faible luminosité. Alors la journée je le porte sans lampe, la nuit je le porte avec la petite Olight Mini. Il vous aura pas échappé qu'il y a une grosse promo Olight qui commence demain et qui dure donc du 27 au 30 septembre avec 20 à 50% de réduction sur toute la boutique. Donc je remercie les gens qui utilisent mon code promo, ça permet de faire vivre un petit peu la chaîne, de faire face un petit peu aux démonétisations qui malheureusement sont de plus en plus fréquentes sur les contenus armes à feu. En l'occurrence, la PL Mini 2 coûte 99 € en temps normal, là vous l'avez à moins 20%, soit 79 €. À titre de comparaison, sa concurrente chez Streamlight, c'est la TLR Sub, et donc elle a fait 500 lumens. Elle est plus encombrante, elle fait quasiment la taille de la Balder S. Donc voilà, elle est plus grande que la Mini, elle est moins puissante, elle n'est pas rechargeable. Niveau fonctionnalité, c'est assez similaire. Et un autre truc que j'aime beaucoup sur les petites Olight là, c'est qu'elles sont réglables. On peut la régler d'avant en arrière sur le support, ça permet vraiment de trouver la position la plus confortable qui soit. Et puisque je vous parle de la Balder S, donc elle est un petit peu plus grosse que la Mini, elle fait 800 lumens et elle est équipée d'un laser. Donc comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le tir de nuit, les avantages d'un laser, c'est déjà l'entraînement notamment en tir kinesthésique, donc viser sans ses organes de visée. Ça permet également d'améliorer la stabilité de votre arme quand vous faites des drills, notamment des drills en mouvement, parce que là avec le laser on se rend compte à quel point on fait bouger son canon. Donc un laser c'est marrant pour le tir sur gong aussi, et pour une utilisation un petit peu plus tactique, c'est pratique pour savoir où on tape quand on n'a pas accès à ses organes de visée. Par exemple, on passe un angle, un encadrement de porte, etc. Dans ce genre de contexte ça peut être utile, particulièrement pour la défense de domicile, parce que autant la dernière fois je voyais pas l'intérêt d'un laser seul, autant là combiné avec une lampe, je vois pas trop l'intérêt de s'en priver.
Donc elle aussi elle est rechargeable avec le petit chargeur magnétique, elle aussi elle est réglable. Mon petit P365 avec la Balder S et son chargeur de 15 coups, ça commence à faire un petit outil de défense de domicile assez honnête, ou du moins en backup de son grand frère, le P320 M17. Donc lui j'ai la PL Pro dessus qui sort 1500 lumens, qui a un mode stroboscope, c'est du solide, encore une fois rechargeable avec son petit chargeur magnétique. Donc là c'est extrêmement puissant, je pense niveau rapport qualité, prix, puissance, pour une arme full size, on peut difficilement faire mieux. Donc celle-là, vous avez 20% de réduction dessus. Donc la Balder S, vous avez 30% de réduction dessus, ça vous la fait à 110 € au lieu de 154 et à 119 €, donc pour 9 € de plus, vous l'avez avec la petite Olight i5R. Donc ça, c'est une petite lampe torche classique avec 2 modes de puissance qui sort 350 lumens. Ça est très très compact, donc celle-là, elle ne quitte plus ma poche. Et pour toute commande, Olight vous offre leur mini lampe de porte-clés qui est rechargeable également, mine de rien ça éclaire pas mal, ça éclaire mieux qu'un téléphone portable. Donc voilà, en dépannage, toujours pratique. Donc encore une fois, code la pistolerie 10, vous avez tout ce beau matériel Olight, ça aide la chaîne, ça vous fait du beau matériel, tout le monde est content. Alors outre l'arme, qu'est-ce que le port d'arme implique d'avoir sur soi? Évidemment une ceinture de qualité, un holster de qualité, donc là je vous en montre deux. Alors c'est ce que je porte la plupart du temps, c'est du Kydex, rien de particulier. Si ce n'est cette petite partie qu'on appelle ici une griffe et qui sert à exercer une pression contre votre ceinture et qui va pousser la poignée de votre pistolet vers votre corps, ce qui améliore grandement la dissimulation. Et quand je porte la nuit avec une lampe, j'ai un holster adapté, donc celui-ci c'est la marque Works Holsters. C'est un petit peu plus encombrant évidemment, mais je ne porte pas souvent la nuit. Alors une bonne question que j'ai reçue, c'est est-ce que tu portes un deuxième chargeur ou est-ce que tu portes plusieurs chargeurs? Alors la réponse c'est ça dépend de l'endroit où je vais, mais je devrais en porter tout le temps en fait, puisque outre l'avantage d'avoir 12 coups en plus, l'avantage de porter un chargeur supplémentaire, c'est évidemment que sur un semi-auto, la première cause d'enrayement, c'est le chargeur. Donc là, avec un chargeur supplémentaire, on règle la plupart des problèmes. Et pour le porter, j'ai ce petit holster également que je porte généralement en appendix carry. Alors outre l'arme, moi je porte pas vraiment de couteau de bagarre tactical, je porte plutôt mon Victorinox classique couteau suisse, pour la bonne raison que je m'en sers 10 fois par jour. Une lampe évidemment, donc encore une fois la petite Olight est vraiment pas encombrante, elle éclaire vraiment bien. Et la lampe, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le tir nocturne, c'est évidemment parce qu'on ne peut pas pointer la lampe de son arme sur tout et n'importe quoi ou sur tout et n'importe qui. Alors qu'est-ce qu'on peut porter d'autre? Évidemment si c'est nécessaire, son permis de port d'armes, et une chose à laquelle on pense un petit peu moins mais en même temps on l'a toujours sur soi, c'est son téléphone. Pour appeler les urgences, appeler éventuellement son avocat, et si on a la présence d'esprit de le faire, documenter la scène en prenant des photos, etc. si nécessaire. Bon, sur ce, c'était un petit peu long, merci à ceux qui auront tenu jusque là, c'était beaucoup de bavardage, j'espère qu'il y aura 2-3 passages qui vous auront intéressé quand même. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la boutique Olight, d'utiliser le lien qui est en description, et je vous dis à la prochaine.